Bonjour et re-bienvenue tout le monde sur les Boys du cinéma. J'espère que ça va bien. Écoutez, oui, on a eu un bon moment sans qu'on ait fait de publication. Il y avait des petits problèmes d'horaire, il fallait regarder des films aussi. On a des emplois du temps qui nous empêchaient de tourner. Mais maintenant, enfin, c'est recommencé. On va partir ça pour de bon avec notre résumé de films de l'année 2023. Il y aura plusieurs parties. Il y aura 7 parties ici, où ça va être des films plus basés sur le live action. Et le deuxième épisode va aller sur les films de style animé. Alors, pour cet épisode du live action, évidemment, il fallait inviter nos collaborateurs habituels. Le premier, Andy Saucier. Andy, we're back! We are back! Enfin! Je suis vraiment content là, de revenir devant la caméra plutôt avec vous autres, les gars. L'année 2023 a été une année chargée, intéressante. Il y a eu des changements de direction sur plusieurs aspects de film. J'ai hâte d'en parler avec vous autres. Puis on va avoir un épisode chargé. Comme l'a dit l'expression, il y en a des vertes et des pas mûres dans les films cette année. Et pour nous aider là-dedans, Maxime Cyr est là, bien évidemment. Comment ça va, mon cher Max? Ça va bien, vous autres aussi? Ben oui, super. Max, en plus, on va commencer ça dans ta cour. On attaque le premier film de la liste, Scream 6. T'en as pensé quoi de ce film-là? Scream 6, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. C'était un grand pas dans la franchise. Franchise qui, d'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes trop au courant, mais se meurt à cause de plusieurs problèmes hors cinéma et in cinéma, en tout cas. Ok, ça, je savais pas. J'ai pas trop les détails là-dessus, mais il y avait un 7e film Scream qui avait été confirmé après le 6e, puis que finalement, à cause de certains soucis, ils pensent que ça va se terminer probablement sur le 6e, ou que s'ils font un 7e, ce ne sera pas du tout les mêmes acteurs, ce qui, selon moi, lèverait beaucoup de cachet à ça. Scream 6, j'ai bien aimé. Je regardais un peu aussi parce que ça m'intéresse toujours de voir un peu ce que la critique en pense. Sur le réputé site Rotten Tomatoes, on a 76% de critiques et 91% de viewers quand même. Je me fie beaucoup plus à l'expérience des viewers, moi, que l'expérience des critiques. Je l'ai toujours dit. Pour moi, Scream 6, c'est un bon film, de la bonne action. Très comparé aux autres de la série, plus violent aussi, plus gore, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, ça veut dire qu'il y a plus de sang, c'est plus explicite dans la violence. Beaucoup de choses qui ont été bien exécutées. Première fois d'ailleurs qu'on amène le tueur en série ailleurs que dans la ville de base des premiers films. Là, si je me souviens bien, c'est dans New York. Puis le tueur est dans un dépanneur avec un gun, puis d'habitude, il y a juste un couteau. On amène quelque chose de nouveau, on amène quelque chose de différent, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de la manière que ça a été amené. Par contre, je ne donnerai pas trop de détails. On va quand même parler de spoilers, là, j'avertis tout de suite. Oui, aussi. C'est des films qui sont sortis, la majorité, là, environ 1 an. Là. Donc, c'est à vos risques et périls, mais... en gros, à la fin des films Scream, il y a toujours une révélation de qui est le tueur finalement, parce que c'est toujours quelqu'un qui porte le masque. Et ça, cette partie-là du film qui est d'habitude la meilleure, je trouve que c'est une des plus faibles de la série. Très, très prévisible. Un peu trop tiré par les cheveux aussi. Puis, en tout cas, ça, c'est mon avis à moi. Mais non, j'ai bien aimé. Puis je suis un peu déçu si jamais il n'y en a pas d'autres parce qu'ils ont vraiment laissé présager le fait qu'il y en aurait potentiellement d'autres. Puis ramener peut-être le cast original aussi des premiers films qui était complètement absent ou presque du 6e. Une des premières fois que ça arrive d'ailleurs dans cette série-là. Fait que, ouais. Non, mais j'ai bien aimé. Puis aussi, si on regarde les scores de Rotten Tomatoes, les critiques ont donné 76%. Les habitués de la chaîne sont au courant que moi et Andy, on n'est pas les plus grands regardeurs de films d'horreur, comme on dit en bon français. Donc, je sais pas si 76% est un bon score pour un film d'horreur pour une critique. Assez, honnêtement, assez. Puis, parce que la critique là, surtout sur Rotten Tomatoes, on dirait qu'ils ont beaucoup de difficultés
avec les films d'horreur, de les bien coter, et les films de comédie. On dirait que c'est leurs deux grandes faiblesses. Là. Les films comédie puis horreur, c'est souvent classé vraiment mauvais. Le plupart du temps, il faut faire sa propre opinion, mais les Rotten Tomatoes sont pas super pour ces catégories de films-là. Puis le score de l'audience pour Scream 6, après plus de 5000 ratings, est à 91%. Donc, l'audience a beaucoup aimé Scream 6. Toi, Max, si tu avais un pourcentage à mettre dessus de ton appréciation du film, Andy, je ne sais pas si tu l'as regardé, mais ça serait quoi ton pourcentage? Honnêtement, c'est un 80 bien senti quand même. Là. Puis, OK. je pense que l'appréciation globale est venue du fait que dans le 5e Scream, c'était le premier Scream dans lequel c'était plus les 3 acteurs principaux de base qui étaient les personnages principaux. Fait que c'est plus Gale, Sidney puis Dewey. C'est rendu les sœurs Carpenter, jouées entre autres, une par Jenna Ortega puis l'autre dont j'ai oublié complètement le nom. Puis dans Scream 5, elle avait la principale qui n'est pas Jenna Ortega, mais l'autre avait été fortement critiquée pour son jeu d'acteur qui était un peu froid. Puis là, ben, dans celui-là, elle a vraiment haussé son jeu d'un cran, puis vraiment une grosse performance de sa part. Fait que ça a vraiment comme ajouté, je pense, aussi à l'appréciation des gens de voir cette actrice-là se dépasser dans ce rôle-là. Là. Puis, mettons, tu sais, comme on a dit, là, on n'est peut-être pas les grands fans d'horreur, mais j'en ai écouté quelques-uns. Mais lui, je ne l'ai pas écouté encore, du moins. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est Courtney Cox qui a dit lors d'une entrevue, puis ça, j'avais écouté ça, l'entrevue, il y a un petit bout, mais il me semble qu'elle avait dit qu'elle aimait tellement jouer ce personnage-là qu'elle ferait, tu sais, un gratuit. Bon bout de temps. Ouais. C'est gratuit puis tout. Mais moi, j'aurais une question pour toi, Max. Je ne sais pas si tu peux développer un petit peu vitement là-dessus, mais est-ce que tu penses que y a-t-il un problème du côté des films d'horreur dans le sens, est-ce que le côté horreur doit se renouveler? Est-ce qu'il est déjà renouvelé en termes de style? L'audience cinématographique a quand même beaucoup changé là, depuis 5-10 ans. On dirait que c'est plus les mêmes attentes en termes de films. On dirait que tout le monde veut des suites, tout le monde veut des films box-office à en plus finir. Fait que, tu sais, je sais pas ce que tu en penses. Mettons, moi, un de mes films préférés, c'est plus thriller que horreur, mais c'est le film Split avec James McAvoy. Ça, j'ai trouvé ça que c'était complètement... Tu sais, quand que tu t'es embarqué dedans, puis on dirait que tu sais pas ce qui va arriver, puis le cœur te pompe, c'est ça que tu veux dans un film d'horreur. Est-ce que c'est ça que tu as eu avec Scream 6? Ben, Scream, en fait, les films d'horreur, on peut les classer dans plusieurs différentes catégories. On a les trailers, entre autres, on a les films de suspense, on a les comédies d'horreur aussi, des fois, qui vont être des films qui peuvent te faire, qui peuvent te stresser, mais qui a toujours un petit peu un petit peu de comédie dedans, puis tout ça. Scream a en soi-même créé un nouveau genre lorsqu'il est sorti le premier, qui appelle dans le jargon de l'horreur le whodunit, qui est qui est-ce qui l'a fait. Donc, c'est un tueur qu'on sait qui est dans la gang, puis qu'on essaye de trouver c'est qui dans le film. Puis ça amène un élément comme, on dirait, qui est comme au-dessus du film, que toi, chez vous, tu fais « Ah, c'est peut-être lui. Ah non, ça peut pas être lui, il est mort. Ah, ça peut être lui, etc. » Fait que ça t'engage encore plus je pense, dans ton écoute. Puis moi, ces genres de films-là, je les recherche beaucoup. C'est con, mais mettons, vous avez probablement écouté sur Netflix les films avec Adam Sandler, Meurtre et Mystère. Ah oui. Ben, Meurtre et Mystère de Adam Sandler, même si c'est une comédie, est un peu inspiré de ce type de choses-là. Qu'on a plusieurs protagonistes, puis qu'on doit essayer de deviner quel qui est pas correct, quel qui est correct et tout ça. Puis ça, ben, ça rend l'écoute vraiment plaisante. Comme je disais tantôt, la majorité des films Scream, de 1 jusqu'à 5, je dirais, ont cet élément-là qui est vraiment le fun. Dans le 6, c'est trop évident. Pour moi, ça a été vraiment facile. Dès le début du film, je savais que c'était eux. Je n'avais pas le motif, mais je savais que c'était eux. Puis quand j'ai eu le motif, on dirait que ça m'a encore plus déçu, puis j'ai fait comme... Ouais, non. C'est dommage parce que ces films-là, c'est souvent leur force, la fin de « Ah, c'est lui qui a fait ça. Ah, je ne l'aurais pas su. » Mais bon, tu sais, je pense que l'horreur se renouvelle quand même bien, se conserve quand même bien. Vous n'êtes pas sans savoir, je l'ai déjà dit, que moi, les prequels, puis trop de... Ben, les prequels, c'est les films genre qui sont faits après, mais qui ont lieu avant. Comme les Star Wars 1, 2, 3. Ce genre-là. Puis, il y a aussi les sequels. C'est très bon, par contre.
Oui! C'est les sequels qui sont les films, qui sont les suites de quelque chose. Bon. Moi, j'ai un peu de misère avec ça quand il y en a trop ou quand c'est trop tiré par les cheveux parce que j'ai l'impression qu'on essaye de mousser un concept au maximum alors qu'il y en a il y a des séries de films, il y a des films qui finissent très bien en solo, mais que ça a marché au box-office, fait qu'on va en faire un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis finalement, ça devient complètement pourri. On va en parler de certains de ces films-là là, dans les deux parties. En tout cas, du moins selon moi. Puis on s'ostinera au pire, ça ne me dérange pas. Là. Mais c'est ça. Fait que je pense que overall, l'horreur se maintient bien avec les différents sous-types qu'on peut avoir. Bon. Ouais, fait qu'on suggère aux gens d'aller voir Scream 6. Du moins, Maxime suggère d'avoir Scream 6. Maintenant, on se lance dans un autre film. Complètement un autre genre, Andy. C'est toi qui vas commencer avec Creed 3. Ce qui a été étonnant, c'est de voir que Michael B. Jordan, l'acteur principal, a été aussi un des directeurs du film de Creed 3. Andy, t'en as pensé quoi de ce film? Moi, j'ai quand même aimé, surtout que j'aime voir des acteurs devenir réalisateurs, apporter un nouveau genre. Tu sais, je pense que Michael B. Jordan l'a vraiment bien fait avec Creed 3. Tu sais, comme John Krasinski qui réalise depuis quelques temps aussi. Tu sais, des acteurs comme ça qui deviennent réalisateurs, j'aime vraiment ça. Pour ce qui est de Creed 3, j'ai aimé que parce que qu'est-ce qui a fait différent des autres films, c'est que Michael B. Jordan a amené des côtés comme animés, qui est inspiré des animés. On n'a pas vu des bonhommes, mais ça, j'ai bien aimé ça. Par contre, l'univers Creed, moi, je suis vraiment pas un fan. Je pense que Rocky, c'était parfait pour son époque. Ça reste extrêmement culte. Tu sais, au pire, t'en fais un avec Jordan, Michael B. Jordan, tu fais genre, il devient boxeur, puis comme Rocky se retire, puis that's it, c'est fini, là. Tu sais, genre, t'en fais un, mais là, il y en a un 2, un 3. C'est comme Maxime me dit un peu, là, tu tires vraiment la sauce jusqu'à la fin. J'aime Michael B. Jordan, j'aime l'univers de Rocky, je pense que c'est tellement culte, mais juste pourquoi, je sais pas. Non, moi je suis pas un fan, je suis pas un énorme fan. J'ai aimé le film, j'ai apprécié, mais faudrait que ça arrête. Là. Mettons un Creed 4, là, je l'écouterai pas, je pense. Si tu veux, je vais te faire part des scores de Rotten Tomatoes. Alors, la critique donne 88% à Creed 3. Le score de l'audience avec plus de 5000 votes donne 95%. Je vais te donner le consensus des deux côtés. Le consensus de la critique dit que, je vais faire une traduction libre évidemment, Creed sort de l'ombre de Rocky et qui fait en sorte que le statut de star de Michael B. Jordan à la direction avec le heel turn de Jonathan Majors fait en sorte que le film se complète super bien. Et dans l'audience, ça dit un très bon début de direction pour Michael B. Jordan. Il y a eu beaucoup d'émotions, très satisfaisant pour les fans de Creed, même s'il n'y avait pas Sylvester Stallone dans celle-là. Max, toi qui as probablement écouté Creed 3, t'en penses quoi de ce consensus-là des critiques de Rotten Tomatoes? Moi, je suis un peu d'accord avec Andy parce que j'en ai parlé tantôt sur l'idée de, OK, tu sais, on mousse une série, tu sais, Creed, on s'entend, c'est comme une sous-division de Rocky. Ceci dit, moi, j'aime beaucoup les films Creed. Je pense que le troisième est très, très bon, puis l'histoire est bonne. Puis c'est dommage là, pour Jonathan Majors avec tout ce qui s'est passé par la suite, mais dans ce film-là, Jonathan Majors est à son apogée d'acting. On est vraiment là. On a parlé de Jonathan Majors comme Kang le Conquérant, puis tout ça. Mais c'est dans ce film-là, moi, je trouve que Jonathan Majors s'illustrait le plus comme étant une superstar de l'acting en devenir. Puis Michael B. Jordan, comment pas l'aimer, il n'y a pas plus charismatique que Michael B. Jordan dans l'ensemble de ses rôles. Il fait toujours des performances iconiques, malgré des fois que c'est dans des films qui ne sont pas toujours excellents. Commence la direction, joue dans son propre film qu'il dirige, je respecte ça beaucoup. Puis je sais pas, il y a comme quelque chose dans ce film-là, l'aspect fraternité, l'aspect nostalgie, un peu la relation entre les deux personnages, celui de Creed puis de celui joué par Jonathan Majors, qui
que je trouvais vraiment le fun, versus comparé, mettons, à Creed 2, où on fait juste se battre contre le fils de Drago, puis c'est juste un gros callback à Rocky. Ouais. C'est juste comme, OK, mon père s'est fait tuer par Drago, fait que moi, je vais me battre contre son fils pour le venger. J'ai un petit peu plus de misère avec ça. Mais le premier Creed et Creed 3, pour moi, c'est des très bons films, puis je suis parfaitement d'accord avec les consensus comme quoi le début directorial de Michael B. Jordan est un succès à 100%. Et si je peux rajouter, c'est pas un mauvais film, même loin de là. C'est juste, mettons qu'il n'y aurait pas un quatrième, ce serait la meilleure des choses. Ça peut bien finir comme ça, je pense. À un moment donné, il ne faut pas trop étirer la sauce non plus. Puis, avant de demander vos scores à vous, messieurs, à noter que la soundtrack, la musique de fond de Creed 3 a été faite par l'équipe de Dreamville qui regroupe J. Cole, J.I.D. Moi qui est un très grand fan de rap, j'ai écouté la soundtrack, j'ai été j'ai très bien aimé les choix. Très bonne, ouais. Ça me fait penser à Black Panther, le premier, entre autres, quand il avait mis Kendrick Lamar, directeur de la musique. Encore une fois, je trouve que la playlist de Black Panther 1 est meilleure. Je dis pas que je voulais pas dire qu'une est meilleure que l'autre, évidemment. C'est juste que c'est le fun de donner des clins d'œil au monde du rap, qui est une des musiques les plus écoutées au monde en ce moment. Puis Creed fonctionne excellent avec l'atmosphère de la boxe, du rap et tout ça. Ouais. Là, messieurs, avant qu'on change de film, vos scores sur un pourcentage, évidemment. Andy, quel est ton score pour Creed 3? Ben, je te dirais, à cause du côté nouveau, côté animé, genre inspiré, Michael B. Jordan qui a fait un bon travail et tout, je mettrais un bon 90. Ouais. Wow, un bon 90 pour Andy. Dans ton cas, à toi, Max? Moi, je m'en allais vers ces eaux-là. Pour ne pas donner le même score, je vais donner 88. Excellent. Excellent. Maintenant, messieurs, un film qui a d'excellentes reviews sur Rotten Tomatoes. Une des franchises les plus connues du moment. Je parle bien du John Wick. Le 4e chapitre, évidemment, qui est sorti le 24 mars 2023. Max, on va commencer par toi. T'en as pensé quoi de John Wick? On est vraiment dans... Je pense que quand on a sorti le premier film de John Wick, on ne voulait pas créer une icône. On voulait créer un film solo avec Keanu Reeves qui a un rôle, tu sais, qui a un rôle bien à lui, d'un genre de hitman un peu, un tueur à gages qui revient de la retraite. Je vais toujours me rappeler du premier qui m'avait tant marqué parce que je l'avais trouvé tellement bon. Un peu drôle, émouvant aussi, triste par bout. De l'action à n'en plus dormir, là, c'est vraiment... Puis là, ben, on dirait que plus que les films avancent, plus que le personnage de John Wick devient un peu un meme. Puis que ça devient juste la personne la plus intuable qui existe sur la Terre, puis la personne la plus... il est capable de tuer quelqu'un avec un stylo, même si l'autre, il a 3 guns. Je pense qu'on pousse plus vers ça. Puis... je trouve ça bien, mais en même temps, je trouve pas ça bien. D'un sens, j'ai l'impression qu'on s'en va un petit peu sur la route des Fast and Furious, rapides et dangereux. Puis qu'on commence à faire un peu une comédie de nous autres mêmes, ce qu'il faudrait pas nécessairement, parce que pour moi, John Wick, c'est un personnage vraiment qui pourrait mieux se développer que ça un petit peu. Qui, selon moi, de miser sur le fait que, bon, OK, c'est un ancien tueur à gages, puis qu'il fait des one-liners, puis que c'est drôle, puis tout ça, je suis d'accord avec ça à 100%. Mais la ligne est mince entre devenir trop, comme, je sais pas comment le dire, là, mais devenir trop humoristique / une parodie de soi-même, puis garder un peu ce ton-là aussi. Puis j'ai l'impression que plus que les films avancent, plus que cette ligne-là s'amincit. J'ai hâte de voir, là, ça laisse un petit peu le film sur un cliffhanger s'il y en aura un 5e ou pas. Je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles là-dessus, je ne me suis pas trop informé. S'il y a 5e, évidemment, je vais l'écouter, mais j'ai l'impression que s'il y en a plus, ça va toujours être de plus en plus... parce que c'est quand même un peu un pattern qui se répète aussi. Là, on a un méchant, on tue du monde, puis... Mais moi, j'aime ça, je trouve ça divertissant. C'est des films que tu mets ton cerveau à off, puis tu écoutes ça, puis tu trouves ça à la fois drôle, épique, culte. John Wick, dans 20 ans, on va en parler comme une série de films cultes. Puis, est-ce que ma perception de John Wick est aussi forte que celle-là de la critique? Non. Autant de la critique, des critiques que du public. Mais c'est un bon divertissement, puis j'ai bien apprécié.
Andy, je vais faire la même passe que j'ai faite avec tantôt. John Wick, chapitre 4, on parle de 94% du score critique. Plus de 300 critiques dans son cas. Du côté des reviews du public, plus de 5000 revues, 93%. Je te dirais que le consensus des deux côtés, d'abord le consensus de la critique, ça dit John Wick chapitre 4 est encore une pile d'encore plus de tout. Et évidemment, suggérer à Keanu Reeves de s'habiller de manière très belle, en soute, évidemment, et de détruire ses ennemis de manière très balistique, c'est jamais assez. Et dans le score de l'audience, le consensus, c'est vraiment John Wick 4 est peut-être un peu trop long, mais quand l'action est présente, qui est là pour se plaindre? T'en penses quoi de tout ça? Je suis d'accord avec ça. Moi, j'adore à en mourir, là, John Wick. Keanu Reeves, c'est vraiment un acteur que j'adore. Surtout dans John Wick 4. Oui. Je pense qu'un acteur atteint un certain apogée quand tu as trouvé ton personnage culte. Il y a beaucoup de grands acteurs que tu penses à un personnage. Je pense que quand tu as ça, on dirait que tu as un peu réussi. Je pense que Reeves, c'est ça qu'il y a eu avec John Wick. Le 1, totalement fou. Là. J'ai adoré ce film-là. Je pense que je l'ai écouté 10 fois. La scène que quand il va déterrer ses armes là, avec sa masse, puis le père à l'autre là, qui dit là, t'as vraiment pas fait chier le bon gars. C'est fou, t'as les frissons. Là. Ouais. Mettons, un monde parfait, j'aurais fait une trilogie. Tu finis ça avec ta trilogie, tu t'en parles plus. Le 4, les scènes d'action sont complètement folles, surtout quand tu sais que c'est réellement Keanu Reeves qui est fait. Il s'est entraîné lui-même avec plein d'armes pour être le plus réaliste possible. Puis aussi, ça, je l'ai appris, je pense, après le 2 ou le 3, mais que il faisait vraiment comme si c'était un arme, il a fait des entraînements pour, mais le chargeur arrête vraiment. T'sais, il y a eu du monde qui ont analysé ça. Puis mettons, tu as une certaine arme qui contient 28 balles. Ben après 28 coups de feu, il change de. Fait que c'est quand même fou. Il y a beaucoup de détails. Par contre, vers la fin de John Wick 4, j'ai pas aimé. Genre, quand il se fait botter par un char puis il se relève comme si rien n'était. Quand il monte jusqu'en haut, puis il redescend, puis après ça, il les remonte les marches là, d'infini. Il y a comme 100 marches. Là. Ça, j'ai moins aimé ça. Ben, c'est là que je vois un peu en disant que ça devient un peu un meme. Ça devient un meme. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que c'est en rendre compte aussi. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'avec le cap, c'est vraiment on dit en anglais le pinnacle, le summum du meme. Genre, les directeurs le savent que John Wick fait partie de la pop culture et est un meme à lui-même tellement qu'il est indestructible. Fait que je pense qu'ils l'ont fait exprès aussi. Comme on dit, il est indescriptible. Indestructible. Mais il est vraiment. Il est magané, là. En parenthèse, là, il finit pas comme si rien n'était. Mais je pense que le 4, il est bon, mais ils ont appris une leçon. Je pense qu'ils ont été au maximum qu'ils pouvaient aller. Là, je fais une parenthèse avec Thor Love and Thunder, que l'acteur a dit on a peut-être été trop loin dans la comédie. S'il y en a un prochain, on va faire un vrai bon film de Thor. Je pense que s'il y a un John Wick 5, puis il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va en avoir un, ça va revenir un peu comme le 1 ou le 2, qui va un peu moins comique. Là. Je pense qu'en plus, que Keanu Reeves a fait comme 180 mots là, de quoi de même. Là. Il parle presque pas dans le film. Fait que j'ai hâte de voir, mais John Wick, c'est comme... Tu sais, mettons, tu sors... Je suis comme... Mon avis est biaisé. Là. C'est comme si tu sors un Star Wars, puis c'est un considéré navet. Moi, je suis comme... Non, j'ai eu du plaisir. C'est ça. Donc, messieurs, vous allez donner vos ratings, encore une fois, en pourcentage. Max, pour toi, quel est le rating de John Wick? 75. 75, une bonne appréciation, mais sans plus. C'est bon divertissement, mais genre... Ça sert à rien d'être critique. Ça aurait pu finir sur le 3e, puis ça m'aurait satisfait. Dans ton cas, toi, Andy? Moi, comme je l'ai dit, mon avis est biaisé. Mais je vais mettre 85. Là. Je ne vais pas aller dans 90. Okay. C'est juste parce que je trippe trop sur le gars. Je tiens à rajouter que Andy a dit aussi. Il a parlé de Keanu Reeves ayant John Wick
comme personnage, comme culte, mais il y a aussi Neo dans Matrix. Oui. D'avoir un acteur qui est capable d'avoir autant de personnages iconiques, c'est vénérable. Là, c'est fou. Puis aussi, savoir que Keanu Reeves a starté comme acteur comique, c'est fou. Là. Il s'est vraiment bien réinventé. Ouais. Ben là, messieurs, nous allons nous lancer dans un gros film de l'année. Gagner plusieurs Oscars. Je suis très content de tout ce que ce film a pu gagner. C'est Oppenheimer. Ouais. Oppenheimer de Cillian Murphy, Christopher Nolan. Un très long film, hein? On parle de 3 heures. 93% de critiques. Après 500 critiques sur Rotten Tomatoes. 91% avec plus de 10 000 reviews de la part de l'audience sur Rotten Tomatoes. Messieurs, vous en avez pensé quoi de Oppenheimer? Andy, je vais commencer par toi. Moi, je pense que en tant que réalisateur, t'as ton bébé. Je pense que le bébé de Christopher Nolan, malgré Batman, c'est Oppenheimer. Je pense qu'il a c'est du Christopher Nolan à son plein potentiel. Le casting est incroyable. Les changements de contexte, tu avais des scènes en couleur, après ça, en avait en noir et blanc. Ça a duré 3h30, comme tu as dit, mais ça a passé quand même vite. Puis, savoir que Christopher Nolan pousse ses acteurs, puis les acteurs, tu as eu Murphy, Cillian Murphy qui est vraiment, là, vraiment solide. Tu as eu Robert Downey Jr. qui a gagné l'Oscar aussi pour le second rôle d'un film. Que Robert Downey Jr. gagne son Oscar aussi. Il était temps. C'est malade. C'est le comeback. Là, le gars, il a fini avec des problèmes de consommation. Il a été en prison pour ça. Il est revenu Iron Man, Oppenheimer. Je pense vraiment que c'est parfait pour lui. Puis je pense qu'il est reconnaissant aussi. Là. Mais le film, je l'ai adoré. J'ai adoré aussi qu'on a vu Einstein. Tout là aussi. Moi, ce que j'avais peur un peu du film, c'était vraiment, je sais pas comment le dire, mais de pas aller trop en profondeur. Mais là, ils ont vraiment été en profondeur. Ils ont parlé de comment ils l'ont fait. Après ça, les répercussions. Puis ils ont vraiment parlé des répercussions sociales. Puis tout. J'ai trouvé ça parfait. Puis aussi de savoir... il n'y a pas la bombe Hiroshima, mais l'autre, celle-là qu'ils ont fait en test, là, c'était une réelle bombe. Christopher Nolan a dit, je veux une bombe. Genre, on va faire une bombe. Il va avoir Christopher Nolan, qui est très reconnu pour être contre le CGI le plus possible. Le CGI, qui est évidemment des effets faits à l'ordinateur, il est vraiment contre ça. Entre autres, dans Inception, la chambre qui tourne, c'est littéralement une pièce qui tournait. Pendant l'acting, c'est une de ses signatures. Ça rajoute tellement de réalisme. C'est ça. Puis j'ai vraiment aimé aussi le personnage de Oppenheimer joué par Murphy. Oh, wow. Je pense que il a fait Peaky Blinders, on l'a connu, il a eu son apogée. Connu, on le connaissait déjà avant, mais il a comme eu une grosse apogée à ce moment-là. Il continue avec Oppenheimer. J'ai vraiment hâte de voir la suite pour lui. Puis il est tellement humble. T'sais, il dit qu'il n'est pas si bon, mais il est vraiment solide. Là. Puis j'ai adoré. Puis concernant Cillian Murphy, il y a des rumeurs persistantes concernant une saison 5 de Peaky Blinders et aussi un film concernant les Peaky Blinders, mais il n'y a jamais eu de confirmation dans les deux cas, du moins à ce que je sais. Max, avant de donner mon avis, évidemment, je vais te laisser donner le tien sur le film. Quel grand film, pour vrai. C'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas moyen de définir autrement ce film-là qu'un grand film, qu'un bijou. Les jeux d'acteurs sont fantastiques. On s'entend, on parle beaucoup de Cillian Murphy. Cillian Murphy est bon dans tout ce qu'il fait. Écoutez des films de Cillian Murphy, écoutez 28 jours plus tard, il est bon dans tout ce qu'il fait, ce gars-là. C'est pour vrai, c'est... Puis, il y a une excellente relation avec John Krasinski aussi, qui est un de ses bons amis. D'ailleurs, Cillian Murphy avait un rôle important dans A Quiet Place 2, qui est un film d'horreur. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais qui est réalisé par John Krasinski. Dans lequel John Krasinski joue dans le premier, puis il joue pas dans le deuxième, mais Murphy est dedans, puis genre, pour vrai, il rend ce film-là tellement meilleur juste par son charisme, puis on le voit pas tant que ça dans le film, mais il est écœurant. Historiquement, le film est accurate aussi.
Il y a beaucoup d'éléments on voit que les recherches ont été faites. On voit que c'est pas un film qui a été fait pour plaire au monde. C'est un film qui a été fait pour plaire au directeur, puis que le directeur, puis que toute l'équipe derrière ont fait des recherches vraiment fondées, que ça a dû être un film qui est excessivement long à faire, avec tout le travail de recherche, tout le travail derrière ce film-là. Christopher Nolan, encore une fois, excellent, on le sait. Pour vrai, moi, j'ai vraiment, ça m'a pris du temps à l'écouter, versus vous deux, que je sais que vous l'avez écouté plusieurs fois, et tout ça. C'est vraiment... je le réécouterai sans problème, puis moi, j'ai eu ça m'asseoir en avant d'un film pendant 3 heures, mais j'ai pas vu le temps passer. C'est ça. Ça a été... c'est un mélange de plein d'émotions que tu vis dans ce film-là, puis tu ressens vraiment l'émotion des acteurs qui sont tellement bons dans ce qu'ils font. Pour vrai, j'ai adoré. Ouais, puis tu sais aussi, mettons, juste, tu sais, comme tu parles que ça n'a pas vu le temps passer, tu sais, il y a eu beaucoup de films qui ont duré 3 heures et plus, ben beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais je pense qu'on n'a pas vu le temps passer pour une raison aussi qui est que c'est vraiment arrivé. C'est un film historique. Ouais, on sait les impacts fous que ça l'a eu. Tu sais, ça a créé l'énergie nucléaire à ce moment-là. Tu sais, il savait qu'avec ça, les gens allaient l'utiliser. Puis quand la bombe a été drop, là, toutes les répercussions que ça a eu sur la planète. On le savait, je pense, c'est ça. On avait juste hâte de voir, OK, c'est quand que la bombe va arriver. Ah ben oui, surtout quand on se fait teaser que la bombe est une réelle bombe qui va exploser. Mais vous voyez, messieurs, moi, ce film-là, c'est à un point tel que je le considère dans mon top 3 de mes films préférés, dans tout ce que j'ai vu. Vous le savez à l'interne, j'ai un parti pris pour Christopher Nolan, mais qui est pas un mauvais directeur, on va pas se le cacher. Et aussi, dans notre vidéo de nos acteurs préférés, j'avais mis Cillian Murphy en premier. Donc, j'y allais déjà avec une certaine attente, même si j'aime pas ça m'en faire, avec une grande hype, comme on dit en anglais aussi, et j'ai été tellement servi. La preuve, je l'ai vu en avant-première, je l'ai vu en première, je l'ai vu le lendemain. Après ça, j'ai pris un break, puis je suis allé le voir le lendemain. Je l'ai vu 4 fois à l'intérieur de 5 jours. Oui, j'avais 12 heures à perdre, mais c'était tellement un 12 heures tellement plaisant. Après chaque écoute, tu comprenais encore plus d'affaires. Ouais. C'était pas un film qui tu te lassais après une deuxième écoute, c'est que tu comprenais encore plus les termes scientifiques utilisés. Tu comprenais encore plus pourquoi, exemple, le personnage de Robert Downey Jr. a donné un coup de couteau dans le dos d'Oppenheimer. Puis en plus, le jeu, ça te permet encore de voir à quel point le jeu des personnages, que ce soit de ressentir la culpabilité d'Oppenheimer, de sentir mal une fois qu'il réalise à quel point la bombe a tout détruit, de sentir aussi l'avocat dans la salle du bureau, à quel point il est oppressant envers Oppenheimer, tu le ressens aussi. Tu sais, les acteurs, ça a tellement été bien fait, autant du côté des acteurs que du côté du crew, tout ce qui est caméra, direction et tout ça, que ça te permet de ressentir ce que le personnage ressent. Tu sais, les scènes avec Emily Blunt aussi. C'est tellement bien fait que j'ai rien à dire sur ce film. Est-ce que j'ai un parti pris à cause de Christopher Nolan et Murphy? Peut-être. Mais pour moi, c'est un des plus grands films des dernières années qui a été fait en Oppenheimer. Et tous les Oscars qu'ils ont reçus sont mérités. Seule affaire, c'est bon, la guerre contre Barbie. Hein, ça, je suis déçu que Oppenheimer l'a perdu, mais il fallait s'en attendre aussi. J'allais vous poser la question, c'est... il est sorti en même temps que Barbie, qui sont 2 films complètement différents pour 2 publics complètement différents, on va se dire franchement. Mais est-ce que vous pensez que cette guerre-là entre les 2 films a amené plus d'attention sur Oppenheimer que s'il avait sorti en solo? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que des fois... L'un a fait grandir l'autre. Ouais, moi, j'ai comme ce feeling-là, moi, qu'au début, les gens qui tripaient plus sur Oppenheimer étaient comme un peu fâchés du fait que, bon, Barbie a beaucoup d'attention, Oppenheimer n'en a pas tant. Mais j'ai l'impression que les deux se sont comme moussés un et l'autre, puis que finalement, au bout du compte, ça a amené quelque chose de positif dans les 2 scénarios. Puis, ben pour ça, je pense que ça peut quand même... une petite compétition comme ça entre 2 films qui n'ont absolument rien à voir, je pense que ça a amené quelque chose de bien. Je ne sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je te rejoins là-dessus. Je trouve que s'il y a eu un appel entre les 2 équipes marketing pour se mousser l'un avec l'autre,
C'est brillant. C'est une idée tellement brillante. Mais sinon, s'il n'y a pas eu l'idée, ça reste que les deux équipes marketing se sont alliées parce que des fois, c'était des pubs ensemble. Ouais. Sinon, c'était les memes sur Instagram ou autre, où est-ce que tu voyais des scènes d'Oppenheimer dans le monde de Barbie et à l'inverse aussi. Mais c'est fou à quel point, on en a parlé avec John Wick, c'est fou à quel point les memes peuvent amener des films sur un autre niveau. Au jour d'aujourd'hui, là, ouais. Ouais, au jour d'aujourd'hui, oui, mais moi, je suis très d'accord que l'un a aidé l'autre. Puis peut-être que Oppenheimer, s'il sortait tout seul, il n'y aurait peut-être pas eu autant de succès monétaire, disons, avec les entrées au cinéma et tout ça. Il n'aurait peut-être pas eu autant qu'il y en a eu réellement. Mais je suis d'accord avec ça. Il faut dire qu'il n'est pas. Je sais pas si à quel point ça aurait eu un impact, mais tu sais, là, il a presque pogné le milliard là, mondial en termes de box-office. Ah oui, 100%. Mais peut-être qu'ils ont décidé de faire mousser ça tous les deux ensemble, mais au départ, quand que les dates ont été annoncées, le côté Oppenheimer n'était pas content de sortir en même temps de Barbie. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, là, mais en tout cas, les deux parties se sont parlé. Le parti d'Oppenheimer a parlé à Barbie, puis on dit pourriez-vous déplacer votre date de diffusion? Ils n'ont pas voulu, ouais. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit si vous autres, vous avez peur ou peu importe, là, vous avez juste à la tasser, vous autres. Fait que, au départ, c'était peut-être un peu frisquant les deux, mais je pense que ça s'est bien passé. Puis, je veux dire, vraiment pas fan du film Barbie, là. Genre vraiment pas. Surtout que le film a été vendu comme familial, vendu comme de la nostalgie avec les anciens films Barbie, les poupées et tout. Mais c'est vraiment pas un film familial. C'est vraiment pas pour les enfants. Il y a des jokes. Il y a des enjeux très adultes. Là, il y a des enjeux adultes, il y a vraiment des blagues sexuelles qui sont pas subtiles. Il y a beaucoup de films d'animation super bons pour les enfants, puis il y a des petites touches pour faire rire les parents. C'est ça depuis des décennies. Dans les Disney, surtout. C'est trop obvious. Okay. Mais je pense que le film Barbie est quand même bien fait pour les gens qui l'ont aimé. Moi, j'aime comment qu'on voit maintenant Ryan Gosling. On dirait que là, il est rendu comme dans un nouveau vibe. Il a juste aimé Ryan Gosling, mon gars, ce film-là, c'est malade. Il y a juste du fun, on le voit partout. Pour ça, j'aimais pas Ryan Gosling avant, je le trouvais trop. Je sais pas, on dirait qu'il manquait quelque chose, une petite étincelle, on dirait qu'il n'apportait pas d'émotion. Il y a juste du fun. Pis ça. Pour ça, je suis content pour Barbie, mais Oppenheimer. Je trouve qu'il ressemble de plus en plus à Ryan Reynolds, puis c'est une bonne chose. Oui. Puis là, messieurs, avant qu'on continue, on va donner nos ratings. Andy, tu donnes combien à Oppenheimer? Je vais donner, vu qu'il n'y a pas de film parfait, on a la même mentalité, je pense. Je vais donner 97. Regarde. OK. Toi, Max? Moi, j'avais 96 en tête, fait que je vais avec ça. Tu vois, moi, le 100, il me tente, mais je suis d'accord avec toi, fait que je vais y aller avec 99. Je vais y aller juste en dessous. C'est ça. Un de mes films préférés de tous les temps, comme j'ai dit. Maintenant, messieurs, nous allons changer encore une fois de genre. Toi et Andy, moi et Andy, qui a écouté ce film ensemble. Indiana Jones, bien évidemment. Max, t'as quoi à dire sur Indiana Jones? Je vais être franc, je ne l'ai pas écouté, fait que j'aimerais ça peut-être plus l'idée de la discussion pour celui-là. Oui, vas-y. Moi, j'ai pas. C'est des souvenirs très lointains, Indiana Jones, dans ma tête. J'ai écouté ça quand j'étais beaucoup plus jeune, tout ça. Je me souviens d'avoir été horrifié par la scène du coffre où les visages des gens fondent. Là. Mais qu'est-ce que. La première question que je vous poserai, c'est qu'est-ce que ce film-là apporte à l'univers d'Indiana Jones de plus? Complètement rien. Okay. Honnêtement. Merci! Genre, complètement rien. Par contre, revoir l'histoire, c'est toujours le fun. Il y a eu des caméos, il y a eu le retour du personnage, c'est le fun, mais c'est une suite qu'on n'avait pas besoin. Moi, je vois, c'est le même principe avec Creed. C'est comme si Sylvester Stallone, il n'y aurait rien eu de Creed, là. Puis, Sylvester Stallone sortirait un Rocky 8. T'en as pas besoin. T'en as pas besoin. Puis, on avait dit qu'on allait spoiler, là, mais le film se déroule un peu comme les autres Indiana Jones. Il y a il passe proche de tomber, de se faire tirer. C'est un peu comique. Un peu à la Jack Sparrow qui réussit tout le temps à sortir
de situations impossibles, mais tu sais, il retourne dans le passé, dans une guerre Antique, en Grèce antique. Ouais, en Grèce antique, c'est ça. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Tu sais, il y a eu des choses qui faisaient pas réellement de sens dans les autres films d'Indiana Jones aussi. Tu sais, il y a un peu de choses qui sont pas réelles. Mais j'aimais les films Indiana Jones. J'aime les films de ce genre-là. Comme, les films sont vraiment critiqués, là, mais les films là, Trésor National avec Nicolas Cage, les films, voyons, La Momie. Il faut faire attention, les films de Nicolas Cage sont critiqués parce que Nicolas Cage joue dedans aussi. Là. Non, mais c'est vrai, c'est comme les films d'Adam Sandler. Adam Sandler sort un film demain matin, ça peut être le meilleur film de la planète Terre en termes de comédie, mais Rotten Tomatoes vont le détruire parce qu'Adam Sandler n'est pas aimé par la critique. Il faut aussi prendre ça égal un petit peu. Mais en gros, le film, il apporte rien. C'est ça. Puis tu sais aussi, tu sais, moi, ce genre de film-là, tu sais, comme avec Trésor National, aussi La Momie avec Brendan Fraser, c'est le genre de film-là de recherche de trésors. L'archéologie fantastique, un petit peu. Ouais, exact. Je capote là-dessus. Capote vraiment. Mais ce film-là, vraiment pas nécessaire. Puis il n'est pas si bon, là. Mais c'était le fun, la nostalgie, mais... Divertissement, c'est ça, exactement. Mais à part la nostalgie, ce film... Mais c'est comme on l'a dit au début, ce film-là, ça sert à rien. Oui, exact. Moi et Andy, on s'en est jasé beaucoup suite à notre sortie du cinéma de ce film-là, puis je partage les mêmes points. Ça amène rien. D'autres choses que je vais rajouter, c'est extrêmement prévisible. Peu importe ce qui arrive. Tu sais, moi aussi, Indiana Jones, c'est lointain dans ma tête, mais dans les autres Indiana Jones, c'était moins prévisible. Tu sais, c'était des affaires que tu pouvais ne pas deviner, qui étaient un meilleur suspense pour essayer de comprendre tout ça. C'était tellement prévisible. Honnêtement, je pense que tu me donnes la première heure du film, je peux deviner la dernière heure. C'est quelque chose qui est plate dans Indiana Jones. Ouais. Ça, je vais être très critique, mais c'est ça. À mon goût, à moi, c'est que ça amène rien. Le retour dans le temps, on mêle des anciens nazis avec ça. Je trouve qu'on aurait pu tellement faire de quoi de plus réaliste comme problème que revenir dans le temps puis genre aller en guerre, aller dans la guerre antique quand tu mêles des anciens nazis. On aurait pu faire un retour à la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a été fait, mais vraiment pas assez à mon goût. J'aurais aimé ça que la Deuxième Guerre mondiale ait un fantôme autour de la thématique du film, ce qui n'a pas été tant le cas. J'aurais aimé ça aussi, une passation du flambeau. Pas que Indy fait le personnage principal du film, Harrison Ford de 80 ans. S'il a voulu faire le film, c'est parfait, c'est le fun, ça va attirer plus de monde. Mais je trouve que avoir Harrison Ford comme personnage principal, du moins, c'était trop. C'était pour faire une nostalgie. La passation du flambeau se fait à la fin. Puis on le sait, excusez-moi de spoiler, mais on le sait tous qu'Indiana Jones va prendre sa retraite après ce film-là, évidemment. Puis le film laisse présager qu'il n'y a peut-être pas, vu qu'il laisse son chapeau sur la table à la fin, puis il n'y a pas une réelle passation, genre. Fait, c'est un mélange de plein de choses que j'ai été tellement déçu, mais il y a eu plein de scènes comiques qui a amené la nostalgie. Andy, tu sais, dans un des anciens Indiana Jones, tu sais, quand on voit le gars avec son sabre tout jonglé, il y a juste Indiana Jones sans son gun puis il tire. Puis là, dans celle-là, t'as Indiana Jones qui va à table de mise de tous les méchants avec son fouet, puis tout le monde le pointe avec son gun. Tu sais, ça a été une belle petite scène de nostalgie. Il y a eu des bouts drôles, tu sais, parce que c'est Indiana Jones, c'est ça Harrison Ford aussi. Mais on s'entend que ça, c'est une scène de bande-annonce quand même. Tu l'as vu avant d'aller voir le film. C'est quand même une scène pour vendre le film. Fait que, tu sais, elle est moins drôle quand tu la vois quand tu l'as vu auparavant aussi. Exact. J'enchaîne rapidement, mais là, je vais juste vous dire les codes de critique. Mais on a 70% auprès de la critique. On a 88% quand même auprès de l'audience. C'est quand même assez bien. On s'entend que du côté de l'audience, ce qui ressort dans le consensus critique, c'est vraiment la nostalgie. C'est vraiment l'aspect nostalgique de revoir le personnage à l'écran. Puis en tout cas du moins, comment c'est écrit sur Rotten Tomatoes, la série Indiana Jones aurait été confirmée, terminée après ce film-là. Bon. Est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que ça l'est vraiment pas? On le saura dans 10 ans quand ils vont avoir besoin d'argent, on s'entend.
Mais puis du côté des critiques, on parle vraiment de l'aspect, on a été plus sévère, on a été dans le 70%. On parle du fait que les aventures sont moins plaisantes à écouter que dans les premiers films, ce qui, selon moi, selon ce que vous dites, semble très vrai aussi. Ouais. Mais il y a quand même, encore une fois, un très grand rush nostalgique de voir Harrison Ford avec le chapeau et tout ça. Puis que ça ramène quand même de bons souvenirs du trésor cinématique qui est quand même le personnage d'Indiana. Oui. C'est ça. Donc, les garçons, je vous demande vos notes. Andy, tu y vas avec quoi? Ah, ben, je vais y aller avec la critique. Je vais donner le 70%. Okay. J'y vais avec une note de passage à 60%. Okay. Pour vrai, j'ai été déçu, honnêtement. Okay. C'est peut-être moi qui s'attend trop, peut-être. Vous pouvez l'écrire en commentaire, mais je sais pas. J'ai pas aimé ce Indiana Jones. Maintenant, messieurs, le temps file. Peut-être le dernier film qu'on va parler dans cet épisode, du moins. Les Sacrifiés 4. Andy? Oui. Tu sais quoi? Je vais prendre le lead sur ce film-là, puis on va pouvoir en parler d'un autre parce que je vais vraiment tout dire ce que j'ai à dire sur ce film-là. Puis je pense que, honnêtement, puis désolé d'avoir coupé, là, mais parce que moi, ce film-là, excusez, il m'a vraiment mis en. Genre, il m'a vraiment fâché. Ouais. Genre, Les Sacrifiés, pour moi, c'est culte. Tu fais un Avengers Endgame de tes acteurs d'action que tu as vu toute ta jeunesse. Le premier est hilarant, il est bon, il est divertissant. Le deuxième est hilarant, il est bon, il est divertissant. Le troisième est correct. Tu n'avais pas besoin d'un quatrième. Non. Puis, ce genre de film-là, c'est vraiment le film que tu mets ton cerveau à off, que tu fais OK, ça suffit, j'ai juste besoin d'aller voir des gars avec des gros muscles se taper sa gueule. Genre, t'as Jean-Claude Van Damme comme méchant dans le deuxième, t'as Mel Gibson dans le troisième. Ça n'a pas rapport, là. C'est vraiment absurde, mais c'est voulu. C'est juste comme. C'est du muscle, c'est des guns, c'est de l'action brute. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est le fun. Bon, Sylvester Stallone, qui est Barney là-dedans, qui est le personnage principal, est pas dans 96% du film. Puis je le spoil, je m'en fous. Écoutez-le pas, c'est vraiment une perte de temps. Là. C'est vraiment, arrêtez-vous au troisième, dites-vous que ça a fini là, puis vous allez être heureux. Si vous écoutez le quatrième, vous allez être fâché. Ouais. Il supposément meurt au début du film, dans une explosion, où on trouve une de ses bagues à terre, ou sa main, je me souviens même plus tellement j'étais fâché. Puis, on le voit pas du film, ce qui est lui d'habitude qui fait le plus la comédie, vraiment comme. C'est lui qui tient l'équipe soudée, puis il est le fun à voir dans ces films-là. Puis là, il est pas là. Fait qu'il manque de substance, clairement, dans le film. On voit que ça a été un film qui a été fait vraiment parce qu'il avait été promis à l'audience, que ça a vraiment été fait sur un coup de tête. Ça ne doit pas avoir été long à tourner. L'histoire est poche. Il n'y a rien de le fun. Puis tout le cachet humoristique, action qu'il y avait dans les autres films n'est pas dans celui-là. Puis tout d'un coup, à la fin du film, finalement, Sylvester Stallone, il est en vie. Il a pris la main de quelqu'un d'autre, puis il a simulé sa mort pour avoir la paix, puis pour prendre sa retraite. Puis là, t'es comme. Tu sais, au moins, parce que là, Les Sacrifiés 4 a été confirmé comme le dernier, Dieu merci. Mais il disait que, ça aurait été. Tu sais, tue-moi Sylvester Stallone. Genre, fais-moi-le pas revenir à la fin. Choque-moi, mais pour une bonne raison. Mm-hmm. Tu sais, puis là, il revient à la fin. Fait que ça n'a rien servi, cette scène-là. Puis moi, ça m'a fâché. Fait que, pour vrai, les fans d'action, écoutez, le 1, le 2, le 3 sont vraiment. Mettons, le 1, le 2 sont très, très bons. Le 3, il est comme correct. Mais écoutez pas le 4. C'est vraiment un désastre. Puis si tu me demandes une note, j'y donne genre 3. Pour vrai, 3%. C'est vraiment genre. T'es proche du score de la critique. Hein? La critique a donné 14%. Ah, c'est affreux. Non, mais comme Max dit, la trilogie aurait dû se terminer là. Ouais. Surtout que 80% des castings originaux, aucun personne. Il y a genre juste Jason Statham et Sylvester Stallone, je pense. Ce qu'il y a aussi, tu sais, quand tu as dit, le Max, là, que Sylvester Stallone aurait dû mourir, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il y a des acteurs qui ont une clause qui n'ont pas le droit de mourir. Sylvester Stallone en fait partie, The Rock en fait partie. Genre, ils n'ont pas le droit de mourir, puis ils n'ont pas le droit de perdre.
il y a lui, il y a The Rock, il y a certains gros acteurs comme ça d'action. Il y a Sylvester Stallone, il y a lui, c'est ça. Il y a The Rock, il y a Jason Statham. Il y en a d'autres là, que j'ai oublié le nom, mais j'ai appris ça. Il y a des acteurs qui ont ça dans leur contrat d'acting. Ils ne peuvent pas perdre. C'est tellement décevant. Ouais, puis tu sais, on va te le dire, mais mettons que j'ai un point positif à trouver. Bon, Jason Statham dans le film est quand même pas si pire. Il est toujours quand même assez divertissant dans ces films-là. Jason Statham, action, genre, mettons, c'est quoi ces films-là? Mettons, c'est chargé, je pense qu'il y a comme un. Ces affaires-là. Ah, c'est malade, ça. Ouais. Mais ouais, sacrifier Kurt, là. C'est non. Donc, messieurs, on a le temps de parler d'un dernier film. Celle-là qui a ramené Brendan Fraser d'entre les morts dans la scène cinématographique. On parle bien de The Whale. Andy, t'en as pensé quoi de ce film? The Whale, très intéressant. C'est les films dramatiques comme ça. Des fois, c'est moins ma tasse de thé. J'ai besoin d'un petit peu plus d'un dramatique action, d'un dramatique comédie. Mais dramatique, c'est moins ça, mais j'ai apprécié ça quand même. Brendan Fraser nous offre un film de rédemption qui est vraiment émotif. J'ai été émotif dans ce film-là. Quand même poignant, l'histoire est poignante aussi. Je pense que ça reflète un peu la vie qu'il y a eu de vouloir faire quelque chose de bon, de vouloir se rattraper. Mais je pense vraiment que là, on voit Brendan Fraser revenir sur le devant de la scène. Il a été acclamé par les fans. C'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir. On a eu plusieurs de comédiens qui ont revenu dans le devant de la scène un peu. Tu sais, je pense à l'acteur d'Anakin Skywalker aussi, oui. avec la série. C'est le fun de voir ça. Puis Brendan Fraser le fait très bien. On a vu beaucoup de Fraser dans des films comiques, action comique. Là, c'est vraiment dramatique, puis c'est vraiment solide. Puis toi, Max, t'en as pensé quoi? Ben, tu sais, c'est ça me fait penser un peu à Adam Sandler dans Uncut Gems. Tu sais, t'as comme un acteur qui a été sévèrement critiqué, auquel on n'accorde pas trop de clémence et tout ça, puis qui nous sort un rôle dans quelque chose dans lequel il n'est pas habitué de jouer, dans quelque chose de dramatique qui est vraiment exemplaire. Puis dans ce film-là, Brendan Fraser est vraiment genre, c'est comme Andy dit, le mot que je vois, si tu l'as utilisé, c'est rédemption. C'est vraiment, tu sais, c'est touchant. L'histoire est simple, mais tu sais, le personnage, il est attachant en même temps, tu sais, c'est comme tu sais pas trop ce qu'il y a le pied dans ça. C'est vraiment un message un peu comme j'aurais tendance à dire d'espoir qui est véhiculé un petit peu dans ce film-là. Puis je sais pas, tu peux pas rester indifférent à ça. Ça vient comme si t'es quelqu'un d'émotif quand t'écoutes des films, qui est investi un petit peu, qui est empathique, tout ça. Un film comme ça vient vraiment te chercher. Puis moi, c'est vraiment venu me chercher. Puis j'ai tellement été content après ça de voir à quel point Brendan Fraser est revenu comme d'entre les morts, excusez-moi l'expression. Vraiment, puis de regagner le soutien du public. Puis on l'a vu aux Oscars, les gens cheeraient pour lui, les gens voulaient que ce soit lui. On peut pas ne pas aimer une histoire comme ça. C'est une belle histoire, Cendrillon, puis c'est quasiment un conte de fées pour cet acteur-là. Puis pour vrai, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve avec lui. J'espère le revoir dans d'autres choses, dans quelque chose de plus sérieux encore, parce que là, il vient vraiment nous montrer que son range d'acting est beaucoup plus que jouer dans La Momie. Là. Ouais. Puis, dans La Momie, c'était culte, là, je veux dire. Je vais me souvenir de ça toute ma vie, mais de le voir là-dedans, ça change la perception que tu as de l'acteur, puis tu fais comme, hey, il l'a en dedans de lui. Versus d'autres acteurs qui s'essayent des fois à jouer dans des. Tu sais, je pense à Jim Carrey qui avait fait un film d'horreur, à un moment donné, ça ne marche pas. Genre, c'est triste, mais ça ne marche pas. Il l'a essayé, c'est cool, mais ça ne marche pas. Lui, il était dans la comédie beaucoup, il est embarqué dans le dramatique, ça marche. C'est vraiment un beau mariage. Puis, pour vrai, je veux en voir d'autres. Question vite pour vous deux, messieurs. Est-ce que la performance de Brendan Fraser a un peu éclipsé le film? Je pense pas. Tu sais, comme Max a dit, l'histoire est simple. C'est pas compliqué. C'est une belle histoire. Puis tu sais, si je me trompe pas, c'est tiré d'un livre.
Mais écoute, je veux pas dire que c'est ça, mais il me semble, à moins que je me trompe d'un autre film. Puis, la performance est bonne, mais fallait un film poignant comme ça pour montrer Brendan Fraser. Fait que je pense que le contenu au complet, le mélange est parfait, selon moi. Peut-être qu'on a parlé beaucoup de la performance de Brendan Fraser justement à cause de la rédemption, mais je pense que le film a été quand même apprécié à sa juste valeur. C'est sûr que la performance de Fraser est vraiment comme un stand-out de ça. On a quand même... on lit des critiques, puis on voit que les gens parlent, OK, l'histoire du film, c'est un bon film, c'est touchant. Puis, comme Andy le dit, t'as vraiment l'impression que ce film-là, il a été fait pour lui. Que genre, il s'est dit, moi, j'ai passé à côté de des choses, j'ai des choses à me faire pardonner, je suis pas fier de certaines choses que j'ai faites, puis on va le métaphorer dans un film comme ça. Peut-être que c'est pas le cas, mais on dirait vraiment que c'est ça. Puis il le joue comme si c'était ça. Puis les gens attendaient son retour à Brendan Fraser, oui, mais ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre non plus. Ça aurait pu être un navet de haut niveau, là, puis Brendan Fraser, il aurait été haï. Mais je pense que, oui, on a plus parlé de la performance de l'acteur que du film, en tout cas, du moins de moi, ce que j'ai entendu. Mais je pense qu'overall, avec toutes les discussions d'Oscar qu'il y a eu autour du film quand même, tout ça, je pense que malgré tout ça, le film a quand même été respecté à sa juste valeur. Puis si on regarde les notes, la note de la critique pour en haut de 300 reviews critiques, Rotten Tomatoes l'a mis à 64%. Pour ce qui est le score de l'audience, après plus de 1000 critiques, et c'est à 91%. Si on regarde des deux côtés, du côté de la critique, ça dit que c'est une belle histoire d'empathie, mais c'est vraiment la performance de Brendan Fraser qui est incroyable. Puis il y a le score de l'audience, le consensus, c'est une histoire qui casse un cœur en deux, mais c'est tellement bien amené par Brendan Fraser dans cette performance. The Well est un film qui est quand même dur à regarder émotionnellement. Ouais. Je pense que ça rejoint pas mal tous vos points émis. Donc, merci messieurs pour cette partie 1 des Boys du cinéma. Enfin, un retour. Maintenant, ne ratez pas la partie 2 qui s'en vient, évidemment, avec le côté animé des films de 2023. En mon nom personnel, c'est Ulrich Salvaille, en celui de Andy Saucier et de Maxime Cyr. C'était les Boys du cinéma et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.